Sur l'île de la Réunion, en 1862, la mer respirait lentement contre les falaises de Bamar, et chaque nuit, le vent chargé de sucre et de sel faisait gémir les volets du domaine des Roches Brunes, une vaste plantation que l'on disait bénie par la fortune, mais maudite par les secrets. On y parlait encore du vieux comte, mort 10 ans plus tôt, trouvé dans sa bibliothèque, la main serrée sur une lettre qu'on brûla avant qu'un prêtre n'arrive. Depuis, c'est sa veuve, la comtesse Hélène de Rochebrune, qui régnait sur la sucrerie avec une autorité glaciale, la voix douce comme le miel, mais tranchante comme les lames de canne qu'on utilisait dans les champs. Elle avait fait de la beauté et de la discipline des vertus sacrées. Ses dîners étaient réglés comme des messes, ses robes, importées de Paris, n'admettaient ni taches ni plis. Son regard seul suffisait à faire trembler les domestiques et même les colons qui lui devaient tout. Pourtant, sous cette perfection, un murmure persistait. On disait qu'Hélène avait un démon dans le cœur, un vide que rien ne comblait depuis la mort de son mari et la déchéance publique de sa fille unique, Adèle. Car Adèle de Rochebrune, à 18 ans, incarnait tout ce que sa mère abhorrait. Là où Hélène était fine, rigide, calculée, Adèle était ronde, rêveuse, indocile. Elle peignait au lieu de prier, lisait les poètes maudits venus de France et refusait de porter les corsets qu'on exigeait des jeunes filles de son rang. Ses joues, pleines et rosées, faisaient scandale dans les salons où l'on vantait la maigreur comme vertu morale. On racontait qu'à chaque fois qu'Hélène la voyait passer devant un miroir, elle serrait les dents au point d'en faire saigner ses gencives. « Elle dévore tout ce qu'elle touche », disait-elle un jour à sa confidente sœur Angéline. « Elle dévore les fruits, le silence, ma patience. Je la purifierai. » Nul ne savait ce qu'elle voulait dire par là, mais à Rochebrune, les mots de la comtesse n'étaient jamais des métaphores. La rumeur prit forme le jour où les contremaîtres reçurent l'ordre d'ouvrir l'ancienne sucrerie du nord du domaine, abandonnée depuis un incendie 20 ans plus tôt. On y installa des outils, des bassines, des chaînes rouillées. Puis, à la tombée du soir, Hélène fit appeler 3 hommes qu'on nommait entre eux les frères de la nuit. Étienne, un esclave affranchi devenu forgeron, Baptiste, ancien soldat créole aux bras comme des poutres, et le jeune Kiran, engagé indien de 16 ans à la voix d'enfant. Aucun ne comprit d'abord pourquoi la comtesse les voulait tous 3 au même endroit. Lorsqu'ils furent réunis dans le grand salon, parmi les miroirs dorés et les portraits d'ancêtres sévères, elle leur parla sans hausser le ton. « Ma fille est malade. Son corps s'est laissé corrompre par l'oisiveté. Vous allez la remettre en ordre. Chaque jour, du lever du soleil jusqu'à son déclin, elle travaillera sous votre direction. Elle portera, soulèvera, écrasera, jusqu'à ce que la chair retrouve sa mesure. Vous noterez ses progrès. Et surtout, vous ne parlerez de cela à personne. Si j'apprends qu'un mou a franchi vos lèvres, je vous ferai renvoyer à la mer, et Dieu seul sait ce qu'elle rend ou retient. » Elle tendit un carnet relié de cuir à Étienne, où chaque ligne prévoyait les poids, les durées, les pénitences. Adèle fut conduite à la sucrerie le lendemain matin. Elle portait une robe simple, sans corset, les cheveux défaits et sur son visage il n'y avait ni peur ni révolte, seulement cette lassitude que seuls les enfants humiliés longtemps apprennent à porter. La sucrerie sentait la rouille, le sucre brûlé et la pluie. Le toit laissait passer la lumière en éclats dorés. Là, Hélène l'installa comme on poserait un objet précieux sur une table d'expérimentation. Puis elle s'éloigna, laissant les 3 hommes seuls avec elle. Étienne, conscient du danger, osa dire « Mademoiselle, pardonnez-nous, ce n'est pas notre choix. » Elle répondit simplement « Je sais. » Le premier jour fut une épreuve. On lui fit tourner la manivelle d'un ancien moulin à canne, jusqu'à ce que ses bras tremblent. Puis elle dut transporter des sacs de sucre cristallisés d'un mur à l'autre. Baptiste chronométrait les pauses, 3 minutes toutes les 2 heures. Kiran observait muet, les yeux pleins de pitié. Hélène revint à 16 heures exactes, inspecta ses mains, constata les premières ampoules, nota dans son carnet « début satisfaisant »,« volonté à surveiller ». Pendant les jours qui suivirent, la routine devint supplice. Le corps d'Adèle se modifiait. Les muscles se tendaient, les joues se vidaient, mais un éclat étrange naissait dans ses yeux, comme si au lieu de se soumettre, elle renaissait. Étienne s'en aperçut le premier. Il la vit sourire un soir en ramassant un éclat de verre poli par le vent. Vous ne la briserez pas, vous la trempez. Peu à peu, dans la chaleur étouffante de la sucrerie, un lien se tissa entre les 4 prisonniers de la volonté d'Hélène, l'esclave libre, le soldat déchu, l'enfant silencieux et la fille humiliée. Ils parlaient peu, mais leur silence se comprenait. Adèle apprit à fendre le bambou, à réparer un outil, à bander ses plaies. Elle ne demandait plus d'eau ni de pitié, et chaque soir quand sa mère venait mesurer son tour de taille, elle la fixait sans baisser les yeux. Hélène notait, fascinée et furieuse, car plus Adèle s'endurcissait, plus elle devenait belle, non pas de cette beauté fragile des salons, mais de celle que le travail et la douleur cisèlent comme la pierre. Alors la comtesse resserra l'étau, moins de nourriture, plus d'heures, plus de chaleur. Elle voulait que le corps cède avant l'âme.
Étienne tenta de visser des morceaux de pain à Adèle, mais Kiran effrayé le suppliait d'arrêter. Si elle découvre cela, elle te tuera, maître ou pas. Et pourtant, la nuit suivante, Adèle eut droit à une mangue, coupée en deux, dissimulée dans un seau. Elle comprit d'où elle venait, et murmura « Merci ». Ce fut la première fois qu'un sourire sincère apparut dans ce lieu de fer et de feu. À mesure que les semaines passaient, des visiteurs commencèrent à venir, des femmes riches de Saint-Denis qui demandaient conseil à la comtesse. On les voyait arriver en calèche brillante, descendre avec des éventails et des rires fins. Elles disaient vouloir apprendre la méthode miracle d'Hélène pour redresser les jeunes filles paresseuses. Certaines visitaient la sucrerie sous prétexte d'y sentir le sucre, mais leurs regards avides se posaient sur Adèle qui travaillait là comme une bête de somme, le front couvert de sueur. « Voyez, disait Hélène, la discipline façonne la grâce. » Et les dames prenaient des notes. Quelques semaines plus tard, on apprit que d'autres filles, dont d'autres domaines, avaient été placées en rééducation. Étienne en entendit parler par un marin noir venu livrer de Rome. À Saint-Paul, à Saint-Pierre, des jeunes créoles disparaissaient, toujours sous la bénédiction silencieuse de leur mère. « Elles appellent cela la cure blanche, dit le marin. Mais certaines ne reviennent jamais. » Étienne sentit alors que ce qui se jouait à Rochebrune dépassait la cruauté d'une seule femme. C'était une contagion, une idée monstrueuse enveloppée de vertu. Une nuit d'août, alors que la pluie cognait sur le toit, Adèle s'est évanouie près du moulin. Étienne la porta jusqu'à une paillasse. Son souffle était léger, son cœur trapidait. Quand elle reprit conscience, elle murmura « Je crois que je meurs ». Il répondit « Pas encore ». Et c'est cette nuit-là qu'elle lui confia un secret. « Je ne veux pas fuir seule. Si je pars, c'est pour dire la vérité. » Il ne sut qu'au répondre. Mais, au matin suivant, dans le carnet d'Hélène, la phrase suivante apparut « Perte de vitalité préoccupante. Réduction supplémentaire des rations. » Étienne sut alors qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Ce que la comtesse ignorait encore, c'est que la vérité qu'elle essayait d'enterrer sous la sueur et la honte commençait à fermenter, comme le sucre laissé trop longtemps au soleil, et quand la fermentation éclate, aucun couvercle ne tient. Le matin où Adèle reprit le travail après son évanouissement, le soleil s'était levé sur un ciel d'étain, lourd et figé. Le vent portait une odeur étrange, ni celle du sucre, ni celle de la pluie, mais une senteur métallique, comme un pressentiment de sang. Dans la sucrerie, les chaînes craquaient doucement au rythme des machines, et Hélène observait sa fille depuis l'ombre de la passerelle. Elle tenait son carnet ouvert, mais sa main tremblait. Non pas de pitié, elle n'en avait jamais eu, mais d'une impatience fébrile. L'expérience lui échappait. Car, au lieu de se dissoudre, Adèle se transformait. Les bras qui devaient s'amincir se fortifiaient. La peau que la comtesse espérait flétrir prenait une teinte dorée sous la sueur. « Elle devient belle malgré moi », pensa-t-elle. Et cette idée la rendit folle. Ce soir-là, elle fit venir sœur Angéline pour confesser sa colère. « Je crois, dit-elle, que le diable habite dans le corps de ma fille. » La religieuse, petite femme au visage blême, répondit d'une voix presque éteinte. « Ou bien, madame, c'est votre cœur qui s'y est installé. » Le lendemain, sœur Angéline fut renvoyée au couvent sans explication. Dans le domaine, le silence se fit plus lourd. Baptiste, qui avait servi dans les campagnes d'Algérie, reconnut cette tension, celle qui précède la révolte ou le massacre. Étienne, lui, avait pris une décision. Une nuit, il entra discrètement dans la case où logeaient les travailleurs libres et rassembla deux complices, un marin malgache nommé Tovo et une femme créole, Léonie, blanchisseuse du domaine. Ils préparèrent un plan. Adèle devait fuir avant la fin de la saison, avant que sa mère ne la tue sous couvert de discipline. On parlerait d'un accident, d'une chute, et tout serait étouffé. Ils avaient besoin de trois choses, de l'argent, d'un passage sur un navire et d'un prétexte. L'argent, Étienne savait où le trouver, dans le bureau du défunt comte que personne n'avait ouvert depuis 10 ans. Le passage, Tovo pouvait le négocier grâce à ses contacts au port de Saint-Denis. Le prétexte, Adèle l'inventerait. Pendant ce temps, Hélène poursuivait son œuvre. Elle avait commencé à recevoir des lettres d'autres dames de l'île, des noms respectés, qui la remerciaient pour ses conseils et demandaient des détails techniques, durée des séances, régime alimentaire, méthode d'observation. « Je pourrais publier un manuel », songeait-elle. Et l'idée d'être saluée par la haute société parisienne comme une pionnière de la moralité la grisait. Elle commença à rédiger ses notes sous un titre provisoire. « Méthode de correction des âmes faibles par le travail corporel ». Chaque soir, elle s'enfermait dans son cabinet et écrivait pendant des heures à la lueur des bougies, brassant des phrases froides et précises. Le corps doit obéir avant d'espérer le salut. Dans ces moments-là, elle se sentait investie d'une mission divine. Mais plus elle écrivait, plus le domaine semblait lui échapper.
Des bruits couraient, des disparitions, des cris nocturnes venus d'autres sucreries. On disait que certaines filles avaient été envoyées en France et qu'on n'en entendait plus jamais parler. Hélène haussait les épaules. Les faibles disparaissent, c'est la nature. Or, dans son propre domaine, la nature commençait à se venger. Les champs de canne, jadis d'un vert éclatant, jaunaient sans raison. Des rats envahissaient les entrepôts, des ouvriers tombaient malades, victimes de fièvres mystérieuses. Les prêtres parlaient d'un châtiment, mais la comtesse riait. Il n'y a pas de malédiction, seulement des corps qui refusent l'ordre. Une nuit, pourtant, elle rêva de son mari. Il lui parlait depuis la bibliothèque, le visage couvert de cendres. « Tu fais pourrir la terre, Hélène. La vérité ne se détruit pas, elle attend. » Elle se réveilla en sueur, le cœur battant, et ordonna qu'on scelle la porte de la bibliothèque au marteau. Pendant ce temps, Étienne mit son plan en marche. Sous prétexte de réparer la serrure, il entra dans la pièce interdite. L'air y était épais, chargé d'odeurs de papier moisi et de tabac ancien. Il trouva derrière un panneau de bois une boîte d'acajou contenant des pièces d'or et plusieurs lettres cachetées. Il n'eut pas le temps de les lire. En ressortant, il croisa la comtesse, vêtue d'une robe couleur sang. Elle le fixa longuement. « Vous avez vu un fantôme » demanda-t-elle. Étienne inclina la tête. « Peut-être le mien, madame. » Elle sourit. « Alors qu'il y reste. » Le soir, il remit la boîte à Adèle. Les lettres, en revanche, il les garda. Il avait reconnu la signature du comte de Rochebrune et une mention en haut d'une page. « À remettre à Adèle si je viens à manquer. » Il comprit que ces documents valaient plus que tout l'or du monde. Le jour fixé pour la fuite approchait. Adèle devait simuler une crise, être transportée à la maison pour « soin ». De là, Léonie l'aiderait à gagner le port. Mais à mesure que l'échéance se rapprochait, un détail échappa à tous. Kieran, le jeune garçon, avait été convoqué par Hélène 2 jours plus tôt. Il revint silencieux, les yeux vides. Étienne comprit trop tard. Elle savait. La nuit du départ, le ciel éclata d'un orage violent. La sucrerie grondait comme une bête. Adèle, vêtue d'une chemise blanche, attendait près de la porte. Étienne et Baptiste se tenaient prêts. Tovou avait préparé une charrette. Au premier coup de tonnerre, ils sortirent. Mais à peine avaient-ils franchi la cour qu'une lumière apparut à la fenêtre principale. Hélène, en peignoir, tenait une lampe et son carnet. Sa voix fendit la pluie. « Où allez-vous » Aucun ne répondit. Baptiste voulut distraire les gardes, mais un coup de feu retentit. Il s'effondra, touché à la poitrine. Adèle cria son nom, mais Étienne la tira par le bras. Ils coururent vers la mangrove. Derrière eux, les chiens hurlaient. Les torches dansaient dans la nuit. Le sol devint bout, puis eau. Ils atteignirent un canot caché sous les palétuviers. Étienne poussa Adèle dans l'intérieur et prit les rames. La pluie effaçait toute trace. « Il faut rejoindre Saint-Denis avant l'aube » cria-t-il. Mais le courant était fort et la mer déchaînée, les repoussa vers le large. Pendant qu'ils luttaient, Hélène observait depuis la terrasse. Son visage restait impassible. « Qu'il se noie » murmura-t-elle. La mer nettoiera la honte. Pourtant, le lendemain, un pêcheur retrouva la barque échouée sur la côte. Aucune trace du forgeron ni de la jeune fille. La comtesse fait publier une annonce. « Disparition malheureuse de ma fille Adèle, victime d'un accès de démence ayant conduit à sa fuite. Toute information sera récompensée. » Mais dans les jours qui suivirent, d'étranges choses se produisirent. La nuit, on entendait des pas dans la sucrerie pourtant abandonnée. Les torches s'éteignaient seules. Dans la bibliothèque scellée, les serviteurs juraient avoir perçu une voix d'homme récitant des lettres. Et Hélène, qui rien ne faisait trembler, commença à perdre le sommeil. Elle rêvait de la mer qui montait jusque dans ses salons, déposant sur le marbre des traces de sel et de sang. Un soir, alors qu'elle travaillait à son manuscrit, une main d'enfant apparut sur la vitre, toute couverte d'eau. Quand elle se précipita dehors, il n'y avait personne, mais des empreintes menaient jusqu'à la sucrerie. Elle y entra seule, la lampe à la main. Tout était silencieux, sauf le bruit d'une goutte tombant du plafond sur le sol de pierre. Et dans ce silence, une voix, douce et rauque à la fois, dit « La vérité ne se noie pas, mère. » La lampe vacilla, puis s'éteignit. Le lendemain, on retrouva Hélène de Rochebrune, inconsciente au milieu du sucre répandu, le carnet ouvert devant elle. Sur la dernière page, une phrase tracée d'une encre diluée. « Le corps obéit, mais l'âme jamais. »
Quand la comtesse rouvrit les yeux, 3 jours s'étaient écoulés. Le médecin du bourg lui assura qu'elle avait été victime d'une faiblesse nerveuse, mais Hélène savait que ce n'était pas un simple évanouissement. Quelque chose l'avait touchée dans la sucrerie, une présence qu'elle refusait encore de nommer. On déclara que les recherches pour retrouver Adèle et Étienne étaient infructueuses. Pourtant, au village, on disait qu'un canot avait été aperçu plus au nord, dérivant vers les falaises de Sainte-Suzanne. Personne n'avait osé aller voir, car les courants y étaient traîtres, et les esprits, selon la tradition, y gardaient les âmes noyées. Hélène tenta de reprendre sa vie comme avant. Elle rassembla ses ouvriers, fit brûler les habits de sa fille, et ordonna que la sucrerie reste close. Mais chaque nuit, des traces d'eau réapparaissaient sur le marbre du couloir, formant un sillon jusqu'à la porte de son bureau. Elle fit surveiller les lieux, enferma les domestiques, fit réciter des psaumes. Rien n'y changea. Pendant ce temps, sur la côte nord, 2 silhouettes erraient entre les rochers. Adèle, amaigrie mais vivante, et Étienne, blessé au bras. Le canot avait chaviré, mais ils avaient réussi à gagner la rive. Ils trouvaient refuge dans une grotte de basalte, là où la mer s'engouffre en mugissant. Pendant des jours, ils vécurent de poissons crus et d'eau de pluie. Étienne avait gardé les lettres du comte. Adèle les lut, une à une, découvrant un père qu'elle n'avait jamais connu. Il y racontait ce remords, son désir de mettre fin à l'esclavage sur ces terres, sa peur d'Hélène. La dernière lettre était un testament moral. « Si tu veux survivre, sauve les autres. La vérité seule rachète le sang. » Adèle comprit alors que sa fuite ne pouvait se limiter à la survie. Elle devait témoigner, faire éclater la vérité sur les cures blanches qui dévoraient les jeunes filles de l'île. Mais comment? Il n'avait ni argent ni alliés. Étienne proposa de se rendre à Saint-Denis pour trouver Tovo, le marin. « Il connaît des journaux français, dit-il. S'il envoie les lettres à Paris, le scandale éclatera. » Adèle hésita. « Ma mère contrôle tout. Même les journaux ici lui obéissent. »« Alors il faut passer par la mer, » répondit-il. « La mer qui voulait nous prendre nous portera cette fois. » Ils attendirent la nuit sans lune. Étienne répara un vieux canot abandonné par des pêcheurs et y cacha les lettres dans un sac de toile. Mais avant le départ, Adèle fit un geste étrange. Elle retourna à la sucrerie, seule. Elle voulait affronter le lieu qui l'avait brisée. L'air y était lourd, saturé de l'odeur du sucre et du fer. Au centre, sur le sol, gisait le carnet de sa mère, ouvert à la page où s'inscrivait sa dernière phrase. Elle le ramassa, lut les mots d'une écriture tremblée. « Le corps obéit, mais l'âme, jamais. » Un rire lui échappa, sec, douloureux. Elle arracha les pages et les brûla dans un bassin du cuivre. Quand la flamme s'éteignit, elle vit, derrière la suie, un mur fendu. En l'écartant, elle découvrit un petit caveau maçonné. À l'intérieur, des ossements, 7 crânes alignés, des bracelets d'argent, des mèches de cheveux. Elle comprit. Les filles disparues. Sa mère les avait fait ensevelir là, sous le sucre, comme on cache les rats dans la farine. Elle recula, tremblante. Étienne la retrouva dehors, le visage blême. Elle ne dit rien, mais lut dans ses yeux l'ampleur du crime. Ils quittèrent Rochebrune avant l'aube. Hélène, ce matin-là, sentit l'air changer. La brise portait une odeur de cendre. En entrant dans la sucrerie, elle vit les murs noircis, les cendres de son carnet et le caveau éventré. Elle hurla. Le même jour, la nouvelle se répandit dans les autres domaines. On avait trouvé des restes humains sous plusieurs sucreries. Les mères qui avaient appliqué la méthode d'Hélène paniquèrent. Certaines brûlèrent leurs journaux, d'autres prirent la mer pour la métropole. L'île entière bruissait de rumeurs. Dans les tavernes, on parlait d'un fantôme nommé la fille de sucre, qui se vengeait des femmes cruelles. Les ouvriers, eux, chuchotaient que la mère allait réclamer ce qu'elle avait prêté. Adèle et Étienne atteignirent Saint-Denis après une semaine de marche. Le port grouillait de marins, de soldats, de missionnaires. Grâce à Tovo, ils trouvaient refuge dans un entrepôt. Le marin accepta de les aider. Il connaissait un journaliste du Courrier de l'Océan. Les lettres du comte seraient publiées.
Mais il fallait d'abord les copier et les envoyer à Paris par un chavire de commerce. Adèle écrivit un texte d'accompagnement. À ceux qui croient que la vertu se mesure au poids du corps, sachez que votre pureté est bâtie sur des tombes. Pendant qu'elle rédigeait, Étienne sentit une étrange fatigue. Sa blessure s'était infectée. Le lendemain, il avait la fièvre. Elle resta à son chevet, mouillant son front avec de l'eau du port. Il lui murmura « Si je meurs, promets-moi que tu ne te tairas jamais. » Elle promit. Mais avant le départ du bateau, la rumeur de leur présence arriva aux oreilles de la comtesse. Hélène avait quitté Rochebrune en secret, vêtue de noir, escortée de 2 hommes armés. Elle avait juré de ramener sa fille, vivante ou morte. Dans les rues de Saint-Denis, son nom inspirait encore la peur. Elle offrit une prime à quiconque lui indiquerait où se cachait l'insensé. Ce fut Kiran, le jeune garçon, qui céda. Il était hanté par les menaces et Hélène lui avait promis la liberté. Il le conduisit à l'entrepôt, puis s'enfuit. La comtesse entra seule. Adèle était penchée sur Étienne, endormi. Le choc de la lampe la fit sursauter. « Tu respires encore, Dieu a donc des caprices. » Adèle se leva, tenant dans la main le paquet de lettres. « Je ne suis plus votre fille. Je suis la mémoire de ceux que vous avez effacés. Tu crois défier ton sang? Tu n'es que le reflet de ma faiblesse. Alors que ce reflet vous consume. » Hélène s'avança, Étienne se redressa, brandissant un outil. Elle tira un pistolet de son manteau. Un coup partit, le bruit fit fuir les rats du toit. Étienne tomba. La poitrine ouverte. Adèle hurla et se jeta sur sa mère. Le pistolet tomba, glissa dans le sucre répandu. Elles se débattirent dans la poussière blanche, mêlant sang et poudre. Hélène finit par basculer, frappée par la crosse. Le silence revint. Adèle, tremblante, prit les lettres et les glissa dans la veste d'Étienne et le couvrit d'une toile. Elle quitta l'entrepôt, titubante, et courut jusqu'au quai. Le bateau partait. Elle lança un cri. « Et m'emporter cela !» Tovo, depuis la passerelle, la vit et comprit. Il attrapa le sac jeté par-dessus bord. Le navire leva l'ancre. Direction Marseille. Adèle tomba à genoux sur le quai. Derrière elle, les cloches sonnaient. Hélène, blessée mais vivante, sortit de l'entrepôt, le visage couvert de sang. Elle aperçut le bateau s'éloigner, comprit que tout était perdu. Elle murmura « Tu m'as détruite !» Adèle se retourna. « Non, mère, vous vous êtes détruite seule. » Puis elle disparut dans la foule du port. Le navire, 3 semaines plus tard, arriva en France. Le courrier de l'Océan publia l'histoire, et Paris s'enflamma. On parla du scandale des sucreries. Des inspecteurs furent envoyés dans les colonies. Hélène, de retour à Rochebrune, brûla tout. Portraits, meubles, archives. Le domaine devint une coquille vide. Une nuit, les habitants virent les flammes dévorer la maison. On retrouva son corps calciné près du vieux caveau. Certains jurèrent qu'elle riait encore dans le brasier. Adèle, elle, resta cachée dans les montagnes. Elle apprit à vivre parmi les anciens esclaves libres, à cultiver la terre, à chanter les histoires qu'on voulait oublier. Le temps passa. Un jour, un bateau revint de France avec un journal. Sur la première page, la vérité des Rochebrune éclate. Les filles sacrifiées de la Réunion. Adèle pleura. Elle sentit Étienne près d'elle dans le vent du soir. Elle prit une poignée de sucre et la jeta à la mer, pour que la douceur ne cache plus jamais la mort. 20 années avaient passé depuis l'incendie du domaine de Rochebrune, et pourtant, sur l'île, le nom de la comtesse hantait encore les conversations à voix basse, comme une prière inversée qu'on murmure pour conjurer la honte. Les champs de canne avaient repoussé, la sucrerie avait été reconstruite sous un autre nom, mais personne n'y travaillait après la tombée du jour. On disait qu'à certaines heures, la vapeur des chaudières formait le visage d'une femme criant sans bouche, et que le sucre qui sortait des moulins avait parfois un goût de sel. Adèle vivait alors dans les Hauts, loin de la mer, dans une petite maison entourée de caféiers. Ses cheveux, jadis d'un noir profond, étaient devenus argentés, et son regard portait cette paix étrange des êtres qui ont tout perdu et tout pardonné sous le silence. Avec elle vivait un enfant de 12 ans, qu'on appelait Thomas. Le fils d'Étienne, né d'un amour qu'aucune loi n'aurait dû permettre, mais que le destin avait béni. Thomas grandissait avec la curiosité d'un esprit libre et la colère d'un sang mêlé.
Il posait des questions que les adultes évitaient. Pourquoi son père n'avait pas de tombe? Pourquoi on parlait jamais du sucre de Rochebrune? Pourquoi sa mère tremblait chaque fois qu'il prononçait le mot « mère » Adèle lui répondait toujours la même chose. « La vérité dort, mon fils, mais elle rêve encore. » En 1882, un navire français accosta à Saint-Denis, apportant parmi ses passagers un jeune journaliste nommé Lucien d'Harcourt, envoyé par un grand quotidien de Paris pour enquêter sur les légendes coloniales. Il avait entendu parler du scandale oublié des sucreries et des femmes disparues. Son rédacteur en chef, fasciné par l'affaire, voulait un article sensationnel, le fantôme blanc de la Réunion. Lucien, sceptique, s'attendait à trouver quelques superstitions locales. Mais dès son arrivée, il sentit une présence étrange dans l'air, comme si l'île elle-même se souvenait. Il visita les ruines du vieux domaine. Les murs, noircis, tenaient encore debout, et la sucrerie, envahie de lianes, semblait respirer par ses fissures. Dans un recoin, il trouva un objet calciné, une clé de cuivre attachée à un ruban gris. Sur le métal, à demi effacé, un mot gravé, « Vérité ». Il interrogea les habitants. Tous se taisaient, ou détournaient les yeux. Seule une vieille femme, Léonie, lui parla. Elle lui raconta l'histoire d'Adèle, du forgeron et du feu. Certains disent qu'ils sont morts, d'autres qu'ils vivent encore dans les montagnes. Cherchez dans les hauts, monsieur, mais si vous trouvez la femme, ne la réveillez pas trop fort, la mémoire mord. Lucien monta donc vers le cirque de Salazie. La route était abrupte, bordée de ravins et de brumes. À la tombée du soir, il aperçut une maison entourée de caféiers et une femme assise sur le perron. Il la reconnut avant qu'elle ne parle, le même regard que sur le portrait qu'il avait vu dans les archives du journal. Adèle de Rochebrune. « Vous cherchez les morts ?» dit-elle, « mais les morts vous trouvent d'abord. » Il expliqua sa mission, sa curiosité, la promesse d'un article qui réveillerait la conscience de la métropole. Elle l'écouta sans l'interrompre, puis demanda. « Et si la vérité ne servait qu'à recommencer la douleur ?» Il ne sut répondre. Alors elle lui remit un paquet jauni, les lettres originales du conte qu'elle avait gardées toutes ces années, intactes. « Écrivez si vous devez écrire, mais écrivez pour eux, pas pour vendre leur souffrance. » Cette nuit-là, la montagne fut secouée d'un orage soudain. Lucien resta dans la maison, abrité par la femme et son fils. Le tonnerre résonnait comme des tambours funèbres. Au matin, Thomas avait disparu. Sur sa paillasse, une phrase écrite à la craie. « Je vais voir si la mère se souvient de nous. » Adèle pâlit. Elle comprit qu'il était parti vers le nord, vers les ruines de la sucrerie. Lucien voulut l'aider à le retrouver, mais elle refusa. C'est son chemin. Chaque génération doit descendre son propre enfer. 3 jours plus tard, on retrouva le garçon près de l'ancienne sucrerie, sain mais bouleversé. Il affirmait avoir vu dans la vapeur un homme et une femme se tenant la main, marchant sur l'eau. Depuis, il ne parlait plus. Adèle sut que le passé venait de frapper une dernière fois à sa porte. Elle remit les lettres à Lucien et lui demanda de partir avant la prochaine lune. Le journaliste quitta l'île avec le manuscrit qu'elle avait ajouté, un récit de 20 pages intitulé « Les filles de sucre ». De retour à Paris, il publia un article discret, ne refusant d'en faire un feuilleton sensationnel. Pourtant, le texte se répandit dans les cercles intellectuels, inspira des poètes, des peintres, des réformateurs. On parla de la voix des esclaves muets. Nul ne sut que derrière ces lignes se cachait la dernière parole d'Adèle. Car, sur l'île, peu après le départ du navire, un glissement de terrain emporta la maison des Hauts. On ne retrouva ni son corps ni celui de Thomas. Mais chaque année, quand la saison du sucre revient, les ouvriers jurent entendre un chant dans le vent. Une voix de femme mêlée à celle d'un enfant, murmurant « Le corps obéit, mais l'âme jamais ». Lucien d'Harcourt, vieux et malade, écrivit avant de mourir. « J'ai vu la vérité se lever comme le soleil sur une mer d'ascendre. J'ai compris que certaines histoires ne veulent pas être closes, elles continuent tant qu'on les écoute. Et à la Réunion, sous les ruines du domaine, la terre, devenue fertile, donna une canne d'un rouge profond qu'on appela le sang des filles. Les habitants évitaient de la récolter, mais certains disaient qu'elle rendait un sucre plus pur, presque transparent, comme si la douceur avait enfin appris à dire la vérité.
En 1893, à Paris, la pluie semblait ne jamais cesser. Les rues luisaient comme des miroirs fondus, et dans les cafés enfumés du quartier latin, on parlait d'un petit livre publié sans nom d'auteur, Les filles de sucre. L'ouvrage avait surgi des presses d'un éditeur marginal, tiré à 100 exemplaires, mais il circulait déjà comme un poison et un remède. Un récit venu des colonies, écrit, disait-on, par une femme fantôme. Ceux qui le lisaient parlaient d'une voix qui sortait de la mer, d'un souffle qui mêlait prière et révolte. Lucien d'Harcourt, mort 2 ans plus tôt, n'avait jamais revendiqué le manuscrit qu'Adèle lui avait confié. Pourtant, son ami et exécuteur littéraire, le professeur Morel, le fit publier après avoir découvert dans les papiers du journaliste la mention suivante. Ce texte appartient à ceux qui ont souffert dans le silence. L'onde de choc fut immédiate. Les journaux conservateurs criaient à la diffamation contre l'honneur colonial, les républicains y virent la preuve que la morale devait remplacer la domination, les poètes symbolistes y lurent une métaphore de la chair et de l'âme. Mais derrière la ferveur des salons, un trouble profond naquit. On chercha la véritable identité de l'auteur. Certains affirmaient qu'Adèle de Rochebrune avait survécu et vivait en ermite dans le sud. D'autres prétendirent qu'elle s'était noyée et qu'un esprit avait dicté ses mots. Les étudiants des Beaux-Arts peignirent des femmes en robe blanche debout sur des vagues de sucre. Et au théâtre de l'Odéon, une adaptation audacieuse fit scandale. La comtesse Hélène y apparaissait comme la personnification d'une Europe malade de son orgueil. Pendant ce temps, à Nantes, un jeune avocat nommé Augustin Lambert lut le livre et décida d'en faire une cause. Il plaida pour la reconnaissance légale des crimes commis dans les colonies au nom de la morale. Son discours devant la Société de géographie fit trembler la salle. Ce n'est pas le sang des esclaves qui nous hante, c'est le sucre dans l'eau tasse. L'Assemblée resta muette, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Mais dans les bureaux du ministère des colonies, on ouvrit une enquête discrète. On chercha à savoir qui, sur l'île, avait parlé. Un télégramme fut envoyé à La Réunion. Retrouver les témoins de Rochebrune. Là-bas, les anciens du domaine refusaient de répondre. Seul un vieil homme, Kiran, survivant de la sucrerie, accepta de raconter à un fonctionnaire venu de France ce qu'il avait vu. Sa déposition, conservée dans les archives secrètes, mentionnait pour la première fois le nom d'un enfant, Thomas. Le rapport conclut « Aucun élément surnaturel, mais un drame familial aggravé par la superstition locale ». L'affaire aurait dû s'arrêter là, mais quelques mois plus tard, à Paris, Augustin Lambert reçut une lettre cachetée d'un sceau ancien, un T entrelacé d'une flamme. À l'intérieur, quelques mots. « Je suis vivant. Je porte le nom de mon père, mais le sang de ma mère. La vérité ne finit pas tant qu'on la regarde. » La lettre était signée Thomas R. Il habitait Marseille, travaillait comme ouvrier sur les docks et voulait rencontrer l'avocat. Lorsqu'ils se virent, Lambert découvrit un homme d'environ 30 ans, au visage calme, au regard brûlant. Thomas raconta qu'il avait fui l'île après un glissement de terrain, qu'il avait erré d'un port à l'autre jusqu'à atteindre l'Europe. Il n'avait jamais parlé de son passé, mais le livre l'avait trahi. « Chaque mot de ma mère est un miroir, dit-il. Je n'ai plus le droit de me taire. » Ensemble, ils décidèrent de fonder un journal, La Mémoire libre, destiné à publier les témoignages des anciens esclaves, des métis, des ouvriers des colonies. Le premier numéro portait en couverture une citation d'Adèle. « La douceur sans justice n'est que mensonge raffiné. » Les exemplaires furent saisis, mais certains circulèrent indestinement jusque dans les Caraïbes et en Afrique. Dans les cafés du port, les marins lisaient à voix haute ces pages interdites. On commença à parler d'un mouvement du sucre rouge. En 1896, lors d'une exposition coloniale à Paris, un incident éclata. Un homme grimpa sur le pavillon des îles et y suspendit une banderole où l'on pouvait lire « Rochebrune ne mourra pas ». Ce fut Thomas. Il fut arrêté, jugé, condamné à 6 mois de prison pour trouble à l'ordre public. Mais son procès devint un symbole. Des journalistes, des artistes, des femmes de lettres prirent sa défense. Une jeune poétesse, Élise Morel, la fille du professeur, publia un recueil intitulé « Âme libre », dédié à ceux qui refusent de blanchir le monde. Quand Thomas sortit de prison, il apprit que l'État avait décidé de détruire les ruines de la sucrerie de Rochebrune pour y ériger un monument à la prospérité coloniale. Il repartit aussitôt pour La Réunion. Son voyage dura des semaines. Lorsqu'il débarqua, le vent chaud lui apporta l'odeur du sucre et de la pluie. Il gravit les pentes où se trouvait jadis la maison de sa mère. La végétation avait tout recouvert. Mais sous la terre, il retrouva un éclat de verre poli semblable à celui qu'Adèle ramassait autrefois dans la sucrerie. Il comprit que l'île gardait mémoire. Le lendemain, il écrivit à Élise « Je vais reconstruire un lieu, non pour punir, mais pour rappeler que la douceur et la douleur soient enfin sœurs. » Le 14 juillet 1900, jour où la métropole célébrait son siècle de gloire,
un incendie éclata mystérieusement sur le chantier du monument colonial. Les flammes dévorèrent le pavillon du sucre, mais laissèrent intacte une stèle de pierre gravée d'une phrase unique « Le corps obéit, mais l'âme jamais ». On ne retrouva pas Thomas. Certains jurèrent l'avoir vu marcher vers la mer. D'autres disaient qu'il s'était mêlé à la foule, libre enfin. L'île garda son secret et, à Paris, un historien écrivit plus tard « Rochebrune n'était pas une tragédie, mais une résurrection ». Pourtant, dans les musées où l'on expose encore les produits des colonies, il arrive qu'une fine poussière blanche se dépose sur les vitrines. Les gardiens jurent qu'elle sent le sucre brûlé et que, si l'on tend l'oreille, on entend dans le silence une voix lointaine chuchoter « Souviens-toi, le travail ne purifie rien s'il nie l'amour ».